Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investir. Aujourd'hui nous allons parler du portefeuille de Warren Buffett et on va voir 10 des actions qu'il a dans son portefeuille. Avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne, comme ça toutes les semaines vous aurez droit à du nouveau contenu sur l'investissement boursier. Donc là on va s'attarder sur le portefeuille de Warren Buffett, on va voir les actions de sociétés publiques qu'il détient via sa société holding qui est Berkshire Hathaway évidemment, et dont il est le président, le PDG et le principal actionnaire. Donc vous vous demandez comment on peut avoir accédé à ce genre d'informations, c'est tout simple parce que l'activité du portefeuille de Warren Buffett, donc d'achat et de vente, est déclarée trimestriellement à la SEC, donc la Security and Exchange Commission, et la dernière publication a eu lieu le 15 août 2022. Le portefeuille personnel de Warren Buffett se compose de sa participation de 16% dans Berkshire Hathaway et de participation dans deux banques qui sont extrêmement connues, donc j'ai pas le pourcentage précis pour chacune, mais c'est JP Morgan et Wells Fargo. Quoi qu'il en soit, on va voir ensemble les 10 premières entreprises, pour moi c'est les plus intéressantes, c'est ses plus grosses participations, c'est vraiment la majeure partie de son portefeuille, et vous allez voir que ça commence très fort parce que la première action, la première entreprise, c'est Apple. Apple, c'est vraiment le gros de son portefeuille, presque 41% en fait de son portefeuille qui est composé d'actions Apple. Donc voilà, la société de Steve Jobs, on ne la présente plus, on comprend parfaitement ce choix par Warren Buffett, et on peut imaginer que quand même il a un très très bon bénéfice par action, puisque l'action Apple oscille entre, il y a à peu près 2,99 à 3,50 dollars par action, donc au cours des 3 dernières années. Donc on peut parfaitement comprendre cette position vis-à-vis du PER de l'action Apple, et on peut imaginer que la majeure partie de ses gains provient évidemment de cette partie-là de son portefeuille qui est, je le rappelle, de 40%. Ensuite, en deuxième position, on a l'action Bank of America. Donc les actions Bank of America vont représenter environ 14% du portefeuille de Buffett. On est sur une valorisation de 41,6 milliards de dollars au 30 juin 2021. Je rappelle qu'en 2017, Warren Buffett était devenu le premier actionnaire de la Bank of America. Il avait à l'époque acquis 700 millions de titres préférentiels qu'il avait acquis par sa holding. Il avait fait cette acquisition non pas en 2017, mais au moment de la fameuse crise des subprimes. Donc il a vraiment appliqué sa logique d'acheter au moment où les cours sont faibles. Il prend vraiment le parti de voir les crises comme des opportunités pour investir. En fait, à l'époque, il avait carrément triplé son investissement, puisqu'il était venu vraiment comme un cheval blanc pour investir en fait dans la Bank of America qui malheureusement subissait la crise de plein pot. Et à l'époque, il avait investi 5 milliards de dollars et il a réussi à tripler cet investissement, puisqu'à la fin de la crise, il valait désormais 16,51 milliards de dollars, ce qui était vraiment un coup de poker des plus magnifiques de toute l'histoire de l'investissement boursier. Ensuite, dans son portefeuille, on a également Coca-Cola. Donc Coca-Cola que j'ai déjà présenté dans d'autres vidéos. La participation de Coca-Cola dans son portefeuille est d'à peu près 8,38%. Donc on comprend que Coca-Cola, c'est une société qui est, comme je le dis, une de ces sociétés qui perdure à travers les années. C'est vraiment un monument de l'investissement boursier. On imagine mal que Coca-Cola se fasse happer par un concurrent du jour au lendemain. On peut aussi voir que l'entreprise qui a été créée quand même il y a très longtemps, elle a été créée en 1886, donc elle a vraiment vu toutes les crises passer. Elle a réussi à traverser toutes ces crises et s'en sortir grandi. Il me semble que c'est aussi une de ces entreprises qu'on appelle aristocrate du dividende, donc qui verse ses dividendes régulièrement depuis plus de 25 ans et qui a vu son dividende augmenter au fil des années. Donc on comprend parfaitement la position de Warren Buffett vis-à-vis de l'action Coca-Cola. Ensuite, on a l'entreprise Chevron qui se situe juste derrière Coca-Cola. Donc on est aux alentours de 7,79%. Et Chevron, pour ceux qui ne connaissent pas Chevron, c'est la deuxième compagnie pétrolière des États-Unis derrière ExxonMobil et la 6e au niveau mondial derrière BP, Shell, Sinopec, PetroChina, etc. Elle est basée en Californie et elle est présente dans plus de 180 pays et œuvre en fait dans chaque aspect de l'industrie du pétrole et du gaz. À mon avis, Chevron, c'est une entreprise qui va être grandie, qui va ressortir grandie de cette crise, puisque nous, à notre niveau européen, on va avoir beaucoup de mal à se fournir au niveau énergétique et on va devoir acheter du pétrole, notamment aux États-Unis. Et Chevron, typiquement, c'est l'entreprise qui va réussir à faire du profit sur la crise en exploitant la crise actuelle, celle que nous allons malheureusement vivre de plein fouet là, dans les mois qui viennent. Là on est en automne, ça commence à se refroidir, mais je pense qu'en hiver ça va vraiment taper, et là la demande énergétique va être bien plus importante, et forcément on va devoir aller acheter, on va devoir
porter du pétrole, du gaz liquéfié, etc. Et je pense qu'on va aller l'acheter aux States. De toute manière, il n'y a pas 36 000 solutions. Ensuite, on a American Express Co. Donc là, dans son portefeuille, ça représente environ 7% de la masse totale. Donc voilà, on est quand même déjà, on voit qu'on réduit, on diminue bien de toute façon. Apple, c'est vraiment le principal et après le reste, c'est vraiment des petites valorisations qui viennent compléter, qui viennent diluer le risque. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, American Express, c'est une entreprise américaine qui est spécialisée dans les moyens de paiement, notamment les cartes de paiement et les chèques voyage. Elle est 4e dans son secteur d'activité, les premières places étant monopolisées par des entreprises comme Visa et Mastercard, qui voilà, sont vraiment les grands du secteur. Mais on voit que la progression est quand même très intéressante toujours, parce qu'en 2021, le chiffre d'affaires du groupe a atteint la somme de 42,4 milliards de dollars, et le bénéfice net était à l'époque de 8,1 milliards. C'est une entreprise qui pèse quand même son petit pesant d'or dans l'économie américaine, puisqu'on est sur 64 000 employés environ et cadres également. Sur ces 64 000, on est sur 22 000 aux States, et à peu près le reste se dispatche un petit peu partout dans le monde, donc en dehors des États-Unis de manière générale. Voilà, ensuite on a à hauteur de 4,14%, on a Kraft Heinz Co. Donc c'est une entreprise qui œuvre dans l'agroalimentaire. C'est une entreprise qui est issue de l'acquisition de Kraft Food par Heinz en 2015, il me semble, et les marques de fromage Kraft Heinz avaient été rachetées par le groupe Lactalis en 2020. Donc voilà, on est sur une action qui est plutôt dans ces valeurs-là défensives, puisque voilà, ça correspond au milieu de l'agroalimentaire, et on sait que dans ces domaines-là, c'est quand même une stabilité qui est quand même sûre et certaine, enfin presque, à moins qu'il y ait une crise économique ou quoi que ce soit. Et de manière générale, ce type d'entreprise est quand même assez stable et peut figurer dans les valeurs défensives dans votre portefeuille boursier. Ensuite, on a Occidental Petroleum, donc là on est à hauteur de 3,11%, donc c'est pareil, voilà, c'est le secteur des énergies. Voilà, c'est un petit peu le même débat qu'on peut avoir avec Chevron. Là on commence à entrer vraiment dans les petites valeurs, dans les petites compositions de l'actif. Ensuite, qu'est-ce qu'on en a? Modis Corp, qui est un groupe de notation financière. C'est le premier groupe de notation financière au monde. Donc, eux, ce qu'ils vendent, c'est vraiment une prestation qui est destinée à évaluer les risques de solvabilité de telle ou telle entreprise, ou alors des services, par exemple, d'analyse ou de gestion, tout ce qui est relatif vraiment à l'information financière des entreprises. Ensuite, encore une banque, c'est l'US Bank Corp. Donc voilà, en 2020, c'était la 5e plus grande banque des États-Unis et elle emploie plus de 65 000 personnes. Donc voilà, c'est encore une valeur qui est plutôt axée secteur bancaire, etc. Ensuite, on a une entreprise qui est un petit peu plus surprenante. Enfin, pourquoi surprenante, je ne sais pas. Mais on a Activision. Donc Activision, pour ceux qui ne savent pas, c'est une entreprise américaine de développement et d'édition de jeux vidéo. Elle a été créée en 1979 et en 2007, donc la société fusionne avec Blizzard Entertainment et devient l'éditeur Activision Blizzard, qui appartient au conglomérat français Vivendi et qui devient directement indépendant en 2013. Donc peut-être que ça ne vous parle pas forcément, mais si je vous dis Call of Duty, voilà, on est typiquement sur la société qui crée les jeux vidéo de la collection Call of Duty. Donc là, si on calcule à 5 ans, on est quand même sur une hausse de l'action de 16,18% depuis 5 ans. Donc c'est quand même pas mal. Je pense que cette société, en fait, se situe vraiment dans cette catégorie des actions défensives, puisque voilà, elle a trait quand même à tout ce qui va être loisirs, audiovisuel, création de jeux vidéo, tout ça, c'est quand même relativement des secteurs qui sont stables, à moins évidemment que l'entreprise ne sache pas s'adapter aux nouvelles technologies, aux nouvelles sorties, etc. Mais c'est relativement rare. Il n'y a pas souvent le cas. On n'a pas eu des grosses boîtes de jeux vidéo qui ont coulé d'une manière inopinée comme ça. Surtout quand elles dominent un secteur en particulier. Là, sur Call of Duty, voilà, on a Blizzard Activision. Call of Duty Battlefield, c'est les deux principaux jeux vidéo en la matière, et toutes les années pratiquement on a des nouveautés, on a des nouvelles sorties et les gens achètent, et on voit bien que le bénéfice est toujours présent. Donc voilà, pour Blizzard Activision, je m'emballe, mais on est à peu près à 1,77, et pour US Bank Corp on est à 1,84. Donc voilà, on est vraiment sur des parties qui sont minime. Et là, si je fais un petit tour rapide du portefeuille, on a HP à 1,14, on a Bank of New York à 1%, ensuite c'est Davita Healthcare, on est à même pas 1%, 0,96. Si je regarde qu'est-ce qui me frappe comme ça,
General Motors, on est à 0,56%. Mastercard, on est à 0,42%. D'ailleurs, je me demande pourquoi on est à 0,42% sur Mastercard et ils préfèrent plutôt allouer une plus grosse partie sur l'autre, sur American Express. Ça, c'est vrai que c'est une question que je me pose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Amazon.com à 0,38%. Encore une question qui est quand même possible de se poser. Pourquoi est-ce qu'il est qu'à 0,38% sur Amazon.com? Quelques petits ETF, mais vraiment à hauteur de 0,01%. Donc il a du SP500, il a du Vanguard aussi. Donc voilà, bon, ça c'est vraiment des valeurs qui sont négligeables dans son portefeuille. Hein. Voilà, comme je vous l'ai dit, la plus grosse entreprise qui fait vraiment la grosse partie du portefeuille, c'est Apple. On va dire qu'il a pratiquement tout mis sur Apple, quoi. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.